Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. François-Henri Désérable a récemment publié chez Gallimard un certain Monsieur Piekelny. Il est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'ouvrage de François-Henri Désérable est un hommage à celui de Romain Gary, La promesse de l'aube. J'ai d'ailleurs vu en avant-première au Festival du film de fiction historique l'adaptation qu'en a faite Éric Barbier. Le film va sortir là pour Noël. Ça fait quand même pas mal de bonnes raisons d'évoquer Romain Gary cet après-midi. Et Romain Gary qui était originaire de Vilnius. Où nous irons nous promener en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach. Un petit tour en Lituanie pour commencer cet après-midi sur Europe 1. Romain Gary est le seul auteur qui ait été 2 fois prix Goncourt grâce à cette manipulation, vous savez, qui peut être regardée comme le plus grand canular littéraire du XXe siècle. Un homme difficilement cernable, un destin inouï avec cette particularité que peut conférer le dédoublement de personnalité, le jeu sur l'identité, quasiment l'ubiquité. Ce grand écrivain juif polonais, mais d'expression française évidemment, d'abord pilote de guerre, diplomate évidemment, en poste à Hollywood, cet homme au parcours digne d'un roman aura, comme les chats favoris d'une de ses femmes, l'actrice Ginsberg, vécu plusieurs vies. Ses pseudonymes en font foi. Il aura signé tour à tour sous les noms de Kassev, c'était ça son vrai nom, Gary bien sûr, Chatan Bogat, Fosco Sinibali, Émile Ajar, je vais revenir sur Émile Ajar dans un moment. Voici donc un nouveau Proté, un caméléon comme on l'a qualifié, une sorte de Brachetti de la plume si je puis dire, avec tout ce que ça peut recouvrir de mal-être et de fuite de soi, jusqu'au suicide final, un soir fatidique du 2 décembre 1980, c'était il y a 37 ans. Romain Gary se fait connaître en France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il publie son premier roman Éducation européenne, d'abord outre-Manche et puis donc en France en 1945 chez Calman Lévy. Il écrit cet ouvrage alors qu'il est encore engagé dans l'armée durant la guerre. Le livre qui met en scène une jeune fille, un étudiant et un officier allemand sera salué par Albert Camus, par Joseph Kessel, qui est un peu en quelque sorte le maître, l'idole de Gary. Avec ce livre, il obtient le prix des critiques. Ça ne lui permet pas de vivre pour autant, et d'autant moins qu'il a épousé une ruineuse journaliste de Vogue, Leslie Blanch. Gallimard a flairé en lui un auteur en devenir et entame des manœuvres de séduction bientôt couronnées de succès, nous dit Alexandre Fillon dans les 1001 vies de Romain Gary. La carrière de Gary est d'abord une carrière diplomatique puisqu'il travaille au service de la France en tant que héros de la France libre. Il est secrétaire d'ambassade à Sofia, en Bulgarie donc, avant de devenir secrétaire d'ambassade à Berne en Suisse. On est là au tout début des années 50 et pendant tout ce temps, depuis la sortie de la guerre, il ne s'arrête jamais d'écrire. Tulipe, Le Grand Vestiaire, Les Couleurs du Jour. Romain Gary a toujours aimé écrire et ce depuis l'enfance. Il était né à Vilnius. À l'époque, on est dans l'Empire russe, la ville s'appelait Wilna, mais Vilnius est en Lituanie, bien entendu. Il est né en 14, sous le nom de Roman Kachev, son nom d'origine juive ashkénaze. À la fin de la Première Guerre mondiale, Vilnius passe à la Pologne sous le nom de Wilno. Roman ne va pas à l'école puisque c'est sa mère, une mère qui va jouer un rôle tellement essentiel, c'est sa mère Nina qui se charge de son éducation. Or, premier élément extraordinaire dans cette biographie, elle va l'élever dans le culte de la France. Elle lui apprend à parler français, même à écrire en français. On les voit chanter la Marseillaise ensemble. À 7 ans, il la connaît par cœur, tout comme les fables de La Fontaine, tout comme un grand nombre de vers de Victor Hugo. Entre parenthèses, j'étais en Iran il y a quelque temps et vous croisez des enfants dans la rue qui peuvent vous réciter des vers de Victor Hugo. C'est chouette, ça. On aimerait qu'il en soit de même en France parfois, c'est comme ça. Elle lui enseigne la vie de Jeanne d'Arc, la vie de Napoléon, de préférence évidemment à celle des tsars de Russie. Plus tard, il dira « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». C'est une enfance miséreuse, disons-le. Au lendemain de la guerre, le père est venu vivre un court moment avec Roman et sa mère avant de quitter le foyer pour aller en fonder un autre. Et Nina doit se débrouiller seule. Or, elle associe la France à l'idée de réussite, de bonheur. Cette réussite, ce bonheur qu'elle veut voir advenir pour son fils. Dominique Bonnat écrit, je la cite,
Elle reporte sur son fils les ambitions dont elle a été frustrée, des ambitions si hautes, si folles apparemment, qu'elles ressembleraient à des châteaux en Espagne. Dans les moments les plus noirs, elle n'a jamais désespéré de l'avenir de Romain. Elle est prête à tous les sacrifices pour que son fils démesurément aimé devienne académicien ou ambassadeur de France. Pourquoi pas les deux d'ailleurs? L'un n'empêche pas l'autre. À quoi ressemble cette maman un peu excessive et possessive? Imaginez une grande femme élancée qui fume des gauloises immenses et fines, les gauloises bleues. Elle est diabétique, elle est anxieuse, elle peut se montrer colérique, elle est coutumière des scènes en public. Vous savez, ces mamans dont on est fou et dont on peut avoir honte parfois un peu quand même quand on est enfant. Elle est protectrice, pleine de lubies, fière, excessive, démesurée, je l'ai dit. On a l'impression qu'elle ne respire, qu'elle ne vit et ne vibre que pour son fils. Elle a obtenu le divorce, Nina. Ses affaires vont mal. Je dis ses affaires, elle est modiste et styliste. Plus rien ne la retient à Vilnius. Elle s'installe pour un temps à Varsovie avant de choisir l'exil. Et vers où, d'après vous? Vers la France, vers la Côte d'Azur, où on va les retrouver, elle et son fils, à Nice. Dominique Bonnat décrit ce qu'est devenu Roman à ce moment-là. Adolescent long et mince, au visage sombre et aux yeux clairs presque transparents, teinté d'un bleu très doux, à peine bleu. Les souvenirs amers de la guerre qu'il a vécue à Wilno et à Varsovie s'estompent devant un paysage de Riviera, décor superbe qui peut tromper comme un mirage, les palmiers, les bougainvillées et les jasmins de la Côte d'Azur. Ils vivent à l'hôtel, dans l'hôtel-pension Mermont, situé sur le boulevard Carlone, au numéro 7 de l'actuel boulevard François Grosso. La maman devient la gérante de cette pension. Romain ne se mêle pas aux pensionnaires, il travaille seul dans sa chambre, il est bon élève, que dis-je, excellent élève, il a intégré le lycée à Nice, c'est une des têtes de la classe, en français notamment, et pourtant il ne maîtrise pas encore parfaitement cette langue qu'il va si bien faire chatoyer dans quelque temps. Il n'empêche, en 4e, il figure déjà au tableau d'honneur. À 20 ans, à l'issue de ses études secondaires, il montera à Paris pour des études de droit. Mais la vérité, c'est que l'écriture seule l'habite. Il rencontrera Malraux d'ailleurs. Il lui fera lire son premier roman dont l'action se déroule à Shanghai. Malraux le dissuade d'aborder ce genre-là. Peut-être qu'il ne veut pas de concurrence après tout. En 1935, il parvient quand même à placer 2 nouvelles dans l'hebdomadaire Gringoire, des nouvelles qui sont signées Romain Cassève. 35, c'est une année cruciale pour lui. Il est naturalisé. Il est plus français que s'il était né dans la baie des Anges. Là, on peut dire que maman a obtenu ce qu'elle voulait. En tout cas, c'est le premier palier, la première étape. Il y a encore beaucoup de paliers à franchir. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de l'immense écrivain Romain Gary. Alors on sait grâce à vous, Franck, maintenant que sa mère était démesurément possessive et très anxieuse. Alors je me pose quand même une question. Du coup, à cause de sa maman, quels étaient les rapports aux femmes de Romain Gary? Alors d'abord, il y a les rapports à la mère. Oui, déjà. Oui. Vous savez, il va faire une sorte de livre psychanalyse qui s'appelle La promesse de l'aube. C'est le livre qui est adapté là au cinéma en ce moment et qui va être une sorte de règlement de compte, si l'on peut dire, avec cette mère extraordinaire et tellement forte. La figure de la mère a joué là vraiment un rôle absolument fondateur. Mon rapport avec les femmes a été d'abord un respect et une adoration pour ma mère qui s'est sacrifié pour moi, et un amour des femmes dans toutes les dimensions de la féminité, y compris bien sûr celle de la sexualité, dira-t-il dans ce livre entretien qui s'appelle Le sens de ma vie. Ce sont des femmes qui innervent littéralement son œuvre, des femmes déchues, vulnérables, fragiles mais lumineuses. On pense à Mina, l'héroïne des Racines du ciel, qui a tout enduré, qui apparaît comme une sorte de damnée de la terre, ou à la digne Lydia dans Clair de femme, à ce dialogue à propos du couple. Je ne comprends pas qu'un amour puisse finir. Réponse, oui, cela semble jeter le discrédit sur toute l'institution. Dans les romans Lady L ou Les Enchanteurs, on devine la première épouse de Romain Gary, qui était donc Leslie Blanch, dont je vous parlais, cette écrivain anglaise. Gary a une réputation de séducteur, il s'en défend, il a un immense respect pour les femmes, dit-il, il les idéalise peut-être aussi. Celles
qui peut-être marquera le plus sa vie après sa mère. C'est Jean Seberg, cette sublime comédienne américaine, radieuse. Jean et Romain vont incarner le couple mythique des années 60. Ils se sont mariés en 1963 en Corse et l'annonce de la mort tragique et mal élucidée de Jean Seberg, qui va être retrouvée, vous savez, inanimée dans une voiture en 79. Cette annonce-là sera un véritable traumatisme pour Gary, qui ne survivra pas du reste. Alors on n'en est pas là pour l'instant. Il n'a pas encore 30 ans, c'est là que nous l'avons laissé. Pendant la guerre, il s'engage pour la France, rejoint la France libre. Il sera compagnon de la Libération en 1944 et c'est à ce moment-là qu'il choisit ce surnom de Gary, qui en russe veut dire brûle. Romain Gary va être nommé à l'ONU, à New York, où il exercera après Berne. Je vous parlais de son poste à Berne. Là, on est de 51 à 54 à New York. Il travaille auprès du diplomate Henri Opnaud. Il se souvient d'un grand chasseur de gibier croisé au Tchad pendant la guerre. Et il écrit « Les racines du ciel » dans un minuscule appartement de Manhattan. Il ne peut pas écrire le soir, ce qui fait qu'il se couche tôt et il écrit très très tôt le matin. Il se lève très tôt, il fait partie de ces écrivains du matin, vous savez. Alors le succès des Racines du ciel va dépasser de loin les espérances de son auteur. Il est en poste à La Paz, en Bolivie, lorsque le 4 décembre 1956, les jurés du Goncourt décernent leur prix aux Racines du ciel. C'est le début pour Gary de la conquête du grand public. Le voilà de rentrer à Paris, vous imaginez, illico. Les flashs qui crépitent comme ça pouvait être le cas au milieu des années 50, les articles élogieux les uns après les autres. Il va déclarer à Claude Gallimard, je cite, « J'écris entièrement par vanité, j'ai besoin d'être admiré. C'est ma grande faiblesse, mais aussi ma seule force, parce que si je n'avais pas le goût de l'exploit, je n'aurais rien fait de ce que j'ai fait dans ma vie et j'aurais été à l'heure actuelle hôtelier sur la Côte d'Azur. » Il y a chez Gary un sens du théâtre et de la mise en scène, la volonté presque permanente de se saborder, ou en tout cas de troubler l'image qu'il pourrait renvoyer, de la modifier sans cesse. Il est écrivain, mais un écrivain à temps plein, vous savez. Son véritable tempérament, nous dit Alexandre Fillon, s'exprime pour le meilleur et pour le pire, dépressif, hypocondriaque, irascible, désorganisé, incorrigible, coureur attiré par les femmes jeunes, obsédé par l'impuissance sexuelle, réécrivant inlassablement son testament, se procurant un Smith et Wesson pour se protéger d'hypothétiques attentats du FLN. Il va donc écrire, 4 ans après le Goncourt, La promesse de l'aube, un hommage donc à sa mère. Juste un petit extrait du chapitre 4. « Je sais bien que c'est ta mère, mais c'est tout de même beau un amour comme ça. Ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie, ça c'est sûr. C'était sûr, je ne le savais pas. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençais à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais en vrai diamant. » C'est quand même un texte tout à fait extraordinaire. La vie privée de Romain Gary est chaotique, il va multiplier les maîtresses. Il faut vous dire que Jean Seberg boit énormément. Pierre Assouline résume cette période. Il écrivait comme s'il n'avait pas la vie devant lui. Parce qu'il a peut-être moins de succès, il s'invente de nouveaux noms. Donc Fosco Sinibaldi, je vous le disais, pour L'homme à la colombe en 58, Chatan Bogat pour Les têtes de Stéphanie en 74. J'étais là de n'être que moi-même. J'étais là de l'image de Romain Gary qu'on m'avait collé sur le dos une fois pour toutes depuis 30 ans. Toutes mes vies officielles en quelque sorte répertoriées étaient doublées, triplées par bien d'autres plus secrètes. Mais le vieux coureur d'aventure que je suis n'a jamais trouvé d'assouvissement dans aucune. C'est dans ces circonstances que va naître le personnage d'Émile Ajar, et oui, nous y voilà.
Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Romain Gary cet après-midi sur Europe 1. Romain Gary qui vient de faire naître, on l'a vécu juste avant la pause, Émile Ajar. Oui, Gary, ça veut dire brûle, Ajar, ça veut dire braise en russe. Ah bah décidément. Il invente tout un personnage, un ancien étudiant en médecine, exilé au Brésil à la suite d'une affaire d'avortement. Il demande à son petit cousin, qui s'appelle Paul Pavlovitch, d'endosser ce costume d'Ajar d'une certaine manière, et avec de faux papiers d'identité sous le nom de Hamil Raja domicilié à Genève. Il ne fait pas ça pour rien, hein, le Paul Pavlovitch. Il va empocher 40% des royalties du livre quand même. Tout se négocie. Le premier livre paraît en 74, c'est Gros câlin, sorti au Mercure de France. L'éditeur ne sait pas qu'il est en train d'éditer un Romain Gary, évidemment. Le livre est très bien accueilli, mais c'est avec La vie devant soi, l'année suivante, en 75, que le succès, alors là, a été immense. L'histoire, c'est le roman d'amour filial entre un petit orphelin, Mohamed, et Madame Rosa, une ancienne prostituée. Le roman obtient le Goncourt, et ce, alors que le règlement veut qu'un auteur qui a été primé ne puisse pas l'être une seconde fois. C'est un immense succès. Le livre se vend à 1 million d'exemplaires. La presse veut absolument savoir qui est cet Émile Ajar. On enquête, les éléments que les journalistes ont sont maigres, hein. Une interview dans Le Monde dans laquelle Ajar dit avoir été étudiant à Toulouse, une photo diffusée par son éditeur. Un journaliste parvient à retrouver la trace d'Ajar en montrant la photo à des étudiants de Toulouse qui reconnaissent Pavlovitch. On met donc la main sur Pavlovitch dans sa résidence du Lot, mais le secret n'est pas découvert, même si des liens de parenté avec Romain Gary sont dévoilés quand même. Après La vie devant soi, Émile Ajar publiera, si l'on peut dire, il publiera 2 autres romans, Pseudo en 76, qui est une fausse autobiographie de Pavlovitch, vous voyez jusqu'où ça va, et puis Les angoisses du roi Salomon en 78. Romain Gary ne va pas bien à ce moment-là, et son Émile Ajar n'arrange rien puisqu'il se sent piégé par toute cette affaire. Il était paranoïaque, je pense que vous l'aviez compris depuis un moment dans cette émission. Il est persuadé que si la vérité finit par éclater, on risque d'abord de changer de regard sur lui, ça c'est une certitude. On pourrait lui retirer ses décorations. On le soumettrait à un redressement fiscal faramineux. En tout cas, c'est ce qu'il se dit. Vous savez, ce sont les paranoïaques. Et alors, sa réputation de héros de la France libre. Gary est dépressif, il consomme un antidépresseur puissant, il se sent lui-même de son côté complètement impuissant et, disons-le clairement, il se prépare à s'en aller. Il va mettre au point son départ. Le 2 décembre 1980, il déjeune avec Claude Gallimard, au Récamier, que connaissent bien les auteurs de la Rive gauche. De retour chez lui, il appelle au téléphone une amie à Genève, il lui annonce son arrivée pour le lendemain à 15h. Et là, il s'allonge sur son lit en sous-vêtements, il prend son revolver, un revolver donc Smith & Wesson calibre 38, je vous en parlais. Il l'introduit dans sa bouche et il tire. Il était âgé de 66 ans. On va retrouver à côté de lui un mot, aucun rapport avec Ginsberg, important puisque vous savez ce qui s'était passé un an plus tôt. Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. On peut mettre cela évidemment au compte d'une dépression nerveuse, mais alors il faut admettre que celle-ci dure depuis que j'ai l'âge d'homme et m'a permis de mener à bien mon œuvre littéraire. Je me suis enfin exprimé entièrement. Les cendres de Romain Gary seront dispersées le 15 mars 81, la date anniversaire de la rencontre entre Leïla et Romain, entre Nice et Menton. Alors, après sa mort, il y aura une révélation, puisqu'est publié le testament de Romain Gary, Vie et mort d'Émile Ajar, publié donc en juillet 81 aux éditions Gallimard. Romain Gary a rédigé cet ouvrage où il révèle donc toute la vérité sur ce personnage d'Ajar, quelques mois avant sa mort. Il l'a terminé en mars 79, il l'a envoyé à son éditeur le 30 novembre 80, donc 2 jours avant sa mort, et la dernière phrase du livre est la suivante: « Je me suis bien amusé, au revoir et merci ». Bonjour François-Henri Desérables. Bonjour Franck Ferrand. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes parti, vous, pour parler de Romain Gary,
d'une expérience personnelle. Vous vous trouvez en escale à Vilnius et vous allez rester à Vilnius. Racontez-nous ça en deux mots. Je me suis retrouvé tout à fait par hasard. Je ne devais pas aller à Vilnius, je devais aller à Minsk. Et il se trouve qu'il n'y avait plus de place dans l'avion, dans le vol Paris-Minsk. Je suis donc passé par Vilnius. J'avais 1 heure à perdre et plutôt que de perdre 1 heure, j'ai perdu mon portefeuille. De sorte que mon train... Perdu, enfin on vous a aidé à le perdre. On me l'a volé, oui. Oui. Et mon train pour Minsk est parti sans moi et le prochain partait 8 heures plus tard. Donc j'ai mis ces heures à profit pour me promener dans Vilnius. Et en me promenant dans la comme Vilno ça, du petit Roman Kassev. Hein. Puisque Vilnius avant s'appelait Vilno, c'était une ville polonaise pendant que Romain Gary vivait là-bas entre 1921 et 1925. Et je me promène et je tombe sur un immeuble. Et sur cet immeuble, il y avait une plaque commémorative. Cette plaque était en français, alors je me suis approché, intrigué, et je vois ici a vécu Romain Gary, né en 1914 à Vilnius, mort en 1980 à Paris. Il a vécu dans cet immeuble entre 1921 et 1925, et il en parle dans son roman La promesse de l'aube. Et La promesse de l'aube, vous l'avez dit, c'est son autobiographie romancée, un petit peu romancée, que moi j'avais lu lorsque j'avais 17 ans, parce que c'était le programme du bac de français. Vous ne l'avez pas lu. Si je vous ai bien lu moi, vous l'avez lu, relu jusqu'à plus soif. Oui, je l'ai lu plusieurs fois. Oscar Wilde disait que si l'on n'éprouve pas de plaisir à lire un livre, à relire un livre que l'on a déjà lu, alors il n'était pas nécessaire de le lire une première fois. Et moi, je crois que c'est ça qui distingue ce qui relève de la littérature de ce qui n'en relève pas, le plaisir que l'on éprouve à la lecture d'un livre. Et en ce sens, la promesse de l'aube est de la très haute littérature. Donc j'avais lu ce livre et je me souvenais très bien des passages où Romain racontait que sa mère nourrissait de très grandes ambitions pour lui, qu'elle lui assignait un destin, qu'elle lui disait « Mon fils, tu seras ambassadeur de France, tu seras grand écrivain, tu seras Victor Hugo ». Et je me souvenais aussi que tout le monde se moquait des prétentions maternelles, sauf un homme, un voisin, qui ressemblait à une souris triste, à la barbiche roussie par le tabac, nous dit Gary, et qui s'appelait un certain monsieur Piekielny. Et ça, c'est le titre de votre livre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Romain Gary. Avec votre invité, nous allons aller plus loin. Vous recevez Franck Ferrand, François-Henri Désérable. Il est écrivain et il est l'auteur d'un certain monsieur Piekielny, paru chez Gallimard dans la collection blanche il y a quelques mois. Alors, ce certain monsieur Piekielny, c'est ce petit bonhomme un peu, cette souris grise, n'est-ce pas, cette souris triste, qui va reconnaître dans cet enfant qui a, je sais pas, 8 ou 9 ans, qui va reconnaître un futur grand personnage parce que sa mère le lui a dit, parce qu'il y a cette injonction maternelle. Il s'approche donc du petit Roman et lui dit « Les mères sentent ces choses-là, peut-être deviendras-tu vraiment quelqu'un d'important, peut-être même écriras-tu dans les journaux ou des livres. Eh bien, quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire qu'au numéro 16 de la rue Grande Poulenka à Vilno, habitait monsieur Piekielny. » Et Gary en parle au chapitre 7 de La promesse de l'aube, qui fait 3 ou 4 pages, et il raconte que ce Piekielny est mort dans un camp de concentration pendant la guerre, mais que lui a toujours tenu cette promesse, et que devant les grands de ce monde, devant le général de Gaulle, ou devant la reine d'Angleterre, ou à la télévision, ou à la tribune de l'ONU, il a toujours prononcé ce nom qui paraissait sans doute mystérieux à ses interlocuteurs, et il a toujours dit cette phrase, prononcé cette phrase, au numéro 16 de la rue Grande Poulenka à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. Et moi, me retrouvant face à cet immeuble du 16 de la rue Grande Poulenka, qui aujourd'hui a changé de nom, il s'appelle la rue Jono Bazanavichos, eh bien, je me suis souvenu du nom de ce Piekielny et je l'ai prononcé à voix haute. Et je me suis dit qu'au moins la littérature avait ce pouvoir, c'est-à-dire faire en sorte qu'un écrivain, égaré dans Vilnius, 70 ans après, prononce le nom d'un homme que tout le monde devrait avoir oublié, mais que ni les nazis ni le temps n'ont réussi à faire complètement disparaître parce qu'un écrivain, en l'occurrence Romain Gary, en écrivant son nom noir sur blanc dans un livre, l'a exhumé de l'oubli. Et l'a non seulement exhumé, mais l'a mythifié d'une certaine manière. Est-ce que ça n'était pas là le cœur même du savoir-faire de Gary, mythifier les choses, faire entrer le quotidien dans la légende? Non seulement le quotidien, mais aussi... à travers ce monsieur Piekielny, faire revivre tout le peuple juif assassiné à Vilnius. Clémentine en parlera sans doute tout à l'heure, mais il faut savoir que Vilnius, on l'a surnommé la Jérusalem de Lituanie avant la guerre. Il y avait 60 000 juifs, il y avait une communauté de 60 000 juifs avant 1940. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 1000. Il y avait 106 synagogues. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Donc ce monde juif a été complètement englouti d'abord par les nazis, ensuite par l'occupation soviétique qui a détruit le patrimoine, et à travers la figure de ce monsieur Piekielny, est-ce que ce n'est pas justement tout ce monde juif que Romain Gary a essayé de faire ressurgir? Oui, et qu'il a
en quelque sorte rendu éternel. Ça, c'est assez frappant dans votre ouvrage. Vous cherchez tout ce qui résiste au temps d'une certaine manière. Est-ce que ça n'était pas là aussi une des obsessions de Romain Gary ? Sans doute, oui. Je crois que seule la littérature a vraiment ce pouvoir. Nous faisons de l'histoire, nous passons notre temps à essayer d'exhumer des épisodes du passé, mais seule la littérature arrive à les rendre éternels. Ça, c'est fort, évidemment. Exactement. Moi, je suis très ému lorsque je repense au moment où Romain Gary se trouve à Roquebrune en 1958 ou 1959. Et là, il s'apprête à écrire ce chapitre 7, et toute l'existence de cet homme, de ce monsieur Piekielny, de cette souris triste, eh bien, se trouve réunie dans la pointe du stylo de Romain Gary. Et avec un peu d'encre et du papier, on fait rejaillir comme ça tout un monde disparu. Oui. Vous nous dites que Romain Gary a tenu sa promesse à chaque fois qu'il a rencontré de grands personnages. Il faut dire que la vie lui a quand même réservé d'incroyables moments. Ce destin tellement hors du commun auquel rêvait tant sa mère, ce destin, il l'a accompli, et même au-delà. Il est allé encore plus loin de ce qu'elle pouvait rêver. Il a passé sa vie à cocher les cases que sa mère avait établies pour lui. Elle lui disait « tu seras ambassadeur de France ». Il n'est pas devenu ambassadeur, mais il est devenu diplomate. Oui. Il est devenu diplomate. Il a été premier conseiller, il a été en poste un peu partout. Elle lui disait « tu seras écrivain ». Vous l'avez dit, il a remporté 2 fois le prix Goncourt, ce qui normalement est impossible. Aujourd'hui, il est très lu. Il serait très étonné, lui qui était un grand admirateur de Malraux, de savoir qu'on lit bien plus La promesse de l'aube ou La vie devant soi que La condition humaine. Et il y a eu un cahier de Lerne qui lui a été consacré. Il va... Je crois que je ne vais pas, mais il va sans doute, il va rentrer en Pléiade bientôt. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, voilà, c'est foutu. Et donc aujourd'hui, il est vraiment consacré. Ce qui est drôle, c'est qu'il était assez méprisé dans les années 70. On le considérait comme un réactionnaire parce qu'il était gaulliste, comme mondain parce qu'il était en couple avec Ginsberg. Il avait une passion pour le général de Gaulle d'une certaine manière. Est-ce que La promesse de l'aube, ça n'est pas une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire, de déclaration? Oui, alors il déclare sa flamme au général de Gaulle dans La promesse de l'aube, et certains prétendent que c'était aussi une lettre au général de Gaulle afin qu'il soit nommé ambassadeur, puisqu'il raconte que sa mère voulait qu'il soit ambassadeur. Alors il n'a jamais été ambassadeur. Vous savez, la grande question qui se pose lorsqu'on évoque un personnage comme Romain Gary, c'est la question de l'ego. Est-ce que l'ego, c'est la personne, et jusqu'où faut-il le suivre sur le chemin des honneurs? Dans le cas de Romain Gary, on peut dire qu'il a fait le tour complet de l'ego. C'est un domaine, c'est une notion qu'il a exploré à fond. À fond, mais je crois que un grand artiste se doit d'avoir un orgueil démesuré. Et on ne peut pas commencer à écrire un livre sans se dire « je vais faire un chef-d'œuvre ». Et ce n'est pas... il faut avoir de l'orgueil, et ce n'est pas de la prétention. Il ne faut pas dire « j'ai fait un chef-d'œuvre », mais il faut dire au moment où on commence, où on se saisit de sa plume, où on commence à taper sur son ordinateur « je vais faire un grand livre ». C'est le moins qu'on puisse promettre au lecteur, en fait. C'est d'essayer de se dépasser soi-même, de faire ce qu'on peut faire de plus extraordinaire. Il avait quand même, il y a chez Romain Gary une sorte de très grand naturel dans l'écriture. Il avait cette capacité, tout en ayant un style assez classique et très élégant, cette capacité à aller vers le fond, vers la nature. Alors vous dites qu'il avait un style classique, oui, sous le pseudonyme de Romain Gary, puisque Romain Alors Gary après, est déjà on voit ce qu'il est capable de faire, oui. Mais ensuite, il renouvelle complètement son style avec Émile Ajar, puisqu'il passe de ce style un peu classique à un style très parlé, très novateur, où il s'amuse avec le langage, où il le tord. Et toute la critique a été bernée justement par cette mystification Ajar. On va y venir justement dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de Romain Gary et nous essayons de comprendre qui était cet homme à la personnalité si complexe. Et pour nous aider aujourd'hui, eh bien, nous recevons François-Henri Désérable. Il est écrivain et il est l'auteur d'un certain Monsieur Piekielny, paru chez Gallimard dans la collection blanche. Un homme à la personnalité déterminée par cette mère envahissante et qui va chercher à travers toutes les femmes possibles à retrouver des émotions perdues. Oui, alors Romain Gary, il y a eu 3 femmes dans sa vie. Sa mère,
Mina Katsev. Ensuite, il y a eu Leslie Blanche, qu'il rencontre en 1944, lorsqu'il est à Londres, sous les bombes. Qui est auteur, elle aussi. Qui elle est auteur à succès. Elle a écrit un bouquin qui a eu énormément de succès, qui s'appelle The Wilder Shores of Love. Et Romain Gary le vivait d'ailleurs assez mal au début, puisque lui publiait des romans sans grand écho, à part son premier en 1945, Éducation européenne, mais ensuite il est un peu dans le creux de la vague. Et en 56, là, il y a Les Racines du ciel, premier roman écologique, pour lequel il est couronné du prix Goncourt. Et à partir de en partie autobiographique, là encore, parce qu'il raconte ce qu'il a vu lui-même lorsqu'il était en Afrique. Il a été aviateur et il a passé une bonne partie de la guerre en Afrique et il a puisé dans son expérience africaine la matière de ce roman qui est en fait un plaidoyer pour la défense des éléphants. Et pour la petite histoire, lorsqu'il a eu le prix Goncourt, certaines personnes lui ont offert des statuettes en ivoire. Incroyable. Comme quoi les gens ne lisent pas forcément. C'est effroyable cette histoire. Donc il y a d'abord cette Leslie Blanche et ensuite il est consul de France à Los Angeles. Et en 1959, il reçoit Jean Seberg, jeune actrice originaire de Marshalltown, Iowa, 24 ans les séparent. Elle est déjà mariée à un Français, François Moreuil. Et d'ailleurs, lors du dîner où il la rencontre, il demande au mari de Jean Seberg s'il peut essayer ses chaussures. Alors il essaye les chaussures, il lui rend les chaussures, mais il garde la femme, puisque c'est le coup de foudre absolu entre eux. Et ensuite, ils viennent habiter à Paris. Ils habitent d'abord sur l'île Saint-Louis, ensuite au numéro 108 de la rue du Bac, où aujourd'hui se trouve une plaque commémorative, puisque c'est là que Gary s'est donné la mort. Et Seberg était déjà très connue, puisqu'elle avait joué dans Un bout de souffle de Godard. Et elle est l'icône de la Nouvelle Vague. C'est l'icône de la Nouvelle Vague. Elle a commencé sa carrière à 17 ans dans un film de Preminger sur Jeanne d'Arc. Et alors, elle est très connue et les filles veulent toutes être coiffées à la Seberg avec cette coupe à la garçonne. Androgyne, oui. Et ça se passe plutôt bien pendant les premières années. Ils se marient en douce. Il y a eu un livre d'ailleurs, Mariage en douce d'Ariane Chemin en Corse. Ils ont un fils, Diego Gary, et ils sont même reçus à la Maison Blanche en juillet 1963 ouais. par le président Kennedy. Alors ils arrivent en retard et ils font patienter un peu le président Kennedy. Et alors il y a là Jackie Kennedy, il y a le speechwriter de Kennedy et son épouse, et Gary et Seberg. Et à un moment, Kennedy propose à Gary des cigares, mais bien sûr des cigares américains, puisque les cigares cubains, l'importation en a été interdite par le blocus. Et Gary, lui, estime qu'on ne peut fumer que des cubains, et il propose des cigares cubains qu'il a dans la poche de sa veste à Kennedy. Et moi, j'imagine que c'était un peu comme proposer un peu les services d'une prostituée au Saint-Père. C'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. Toute proportion gardée. Et Kennedy finit par accepter. Alors là, ils fument des cigares cubains ensemble à la Maison-Blanche en 63. Est-ce qu'il lui parle d'un certain monsieur Piechielny ? Eh bien, Gary a toujours prétendu qu'il avait prononcé le nom de ce voisin devant les grands de ce monde, et on peut se demander s'il a parlé de ce monsieur Piechielny à Kennedy. Moi, j'imagine que lorsqu'ils se retirent à fumer leurs cigares, Gary commence à dire à Kennedy Mr. President, in the Graham Polanka Street, leave the certain Mr. Piechielny. Et Kennedy ne comprend pas, alors Gary décide de dessiner le nom de Piechielny en lettres de fumée. Ça, c'est toute la licence du romancier. Vous nous racontez cette liaison très forte avec Jean Seberg, et à côté de ça, on voit sur la lettre de deuil, si je puis dire, sur le mot qui se trouve à côté du corps de Romain Gary lorsqu'il s'est donné la mort, qu'il ne faut surtout chercher aucun rapport avec la mort tragique de Jean Seberg. Que pensez-vous de cette assertion ? C'est la première phrase de cette lettre qui est adressée aux journalistes, et ce n'est peut-être pas anodin. Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. Aucun rapport avec Jean Seberg. Alors c'est très difficile de savoir pourquoi un homme s'est donné la mort. Sans doute y avait-il plusieurs explications, mais incontestablement le suicide de Jean Seberg fait partie des raisons pour lesquelles Romain Gary s'est lui-même donné la mort. Et puis, il s'était un peu perdu, si je puis dire, dans cette affaire d'Émile Ajar, des différents pseudonymes d'ailleurs. Est-ce que cet homme-là n'avait pas fini par se perdre lui-même, d'une certaine façon ? Sans doute, il avait une sorte de dédoublement. Il aimait beaucoup raconter cette histoire de caméléon. Il disait lorsque le caméléon se retrouve sur se
du tissu bleu, il devient bleu, sur du tissu rouge, il devient rouge, sur du tissu vert, il devient vert, et lorsqu'on le met sur un tapis écossais, il devient fou. Et il disait, moi, je ne suis pas devenu fou, je suis devenu écrivain. Mais il n'est pas devenu un seul écrivain, il était plusieurs écrivains, il a publié sous plusieurs pseudonymes, Fosco Sinibaldi, Chatan Bogat, et ensuite, cette mystification à Jarre, qu'il a poussé très loin, puisqu'il l'a fait incarner par Paul Pavlovitch, son petit cousin, et c'est allé tellement loin qu'il ne pensait pas remporter le prix Goncourt. Il a d'ailleurs voulu penser le refuser, et il a eu peur à la fin de sa vie vraiment que cette mystification soit dévoilée et que son honneur, sa réputation soient entachés. Aujourd'hui, Romain Gary est considéré comme un immense écrivain. Ça n'a pas toujours été le cas, il faut le dire. Il y avait des critiques assez acerbes de son vivant. Hein. Très virulentes. Il y a des critiques qui disaient Monsieur Gary est né en Pologne, il a vécu en Russie, et on me dit qu'il écrit en français, mais j'ai l'impression qu'il n'a toujours pas été traduit en français. Et puis dans les années 70, c'est 70 au début, enfin la décennie 70 jusqu'en 1980, c'est vraiment le triomphe du nouveau roman. Disparition de l'intrigue, du personnage, et Gary croyait vraiment en roman total, c'est ce qu'il raconte dans un essai pour Sganarelle, et il était assez méprisé par l'intelligentsia germano-pratine, et aujourd'hui il y a un véritable retour en grâce. Est-ce que la Lituanie et Vilnius en particulier lui rendent hommage? Est-ce qu'il est une personnalité là-bas ou est-ce qu'on l'a oublié? Alors il y a cette plaque commémorative, oui, il y a certes. aussi une statue de lui enfant, serrant un soulier, puisqu'il raconte dans La promesse de l'aube qu'il avait mangé un soulier pour la petite Valentine dont il était amoureux. Pour se vanter. Voilà, statue en bronze de Romas Gvintas. Et puis en 2014, donc lors du 100e anniversaire de sa naissance, la ville lui a rendu hommage et on commence vraiment beaucoup à... Voilà, c'est une figure aujourd'hui de Vilnius. Merci beaucoup François-Henri Désérable. Vous allez nous accompagner à Vilnius. Nous y allons en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach. Votre ouvrage, votre roman chez Gallimard s'intitule donc Un certain Monsieur Piekielny. Il est Grand Prix de la littérature de la ville de Saint-Étienne, en attendant d'autres prix, bien sûr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et maintenant que nous avons découvert sa vie, il va falloir aller sur ses pas. Nous allons découvrir la ville où est né Romain Gary, direction Vilnius, avec notre guide cet après-midi, Clémentine Portier-Kaltenbach. Elle est chroniqueuse et vous la retrouvez dans Femme Actuelle Jeu. Vilnius ou Vilno sur les bords de la Vilnia, c'est une jolie ville, il faut le dire. Très jolie ville. Et alors, si j'avais rencontré François-Henri un peu plus tôt, je lui aurais suggéré de se rendre immédiatement sur la place de l'hôtel de ville, car il y a là une très jolie maison couleur pistache, comme on en voit dans Vilnius, toutes ces maisons des couleurs de crème glacée, et où a séjourné une nuit Stendhal lorsqu'il était passé à Vilnius. Alors, ça aurait rajouté une note extrêmement romanesque dans votre séjour là-bas, François-Henri. Oui, c'est une charmante ville. C'est à la fois la plus grande ville de Lituanie, la capitale, mais une ville à taille humaine. Il y a 500 000 habitants. Et c'est une ville aux rues sinueuses, il y a des dalles de petites rues médiévales, un peu dans tous les styles, gothique, baroque, renaissance. Et pour mieux embrasser la ville ancienne, eh bien, je vous suggère, étant à Vilnius, de prendre le funiculaire et de monter voir la tour de Gediminas, qui était le seigneur qui a fondé la ville de Vilnius au XIVe siècle. Alors, vous le disiez tout à l'heure, bien sûr, ça a été longtemps Vilnius, la Jérusalem du Nord. C'est là qu'apparaît le yiddish au XIXe. C'est là que naît un certain Gaon de Vilna, qui était un des plus grands commentateurs du Talmud. Vous voyez, comme nous-mêmes en France avons eu Rachi de Troyes, eh bien la Lituanie avait Gaon de Vilna. Il y avait de nombreuses écoles d'études du Talmud, des yeshivas où l'on allait depuis l'Europe entière. Et vous l'avez dit également, hélas, ce monde-là a totalement disparu. Alors, bien sûr que Roman Kassev, le futur Romain Gary, est né là. Il faudrait peut-être pas oublier Marc Chagall. Bien sûr, ils sont nés dans le même quartier, hein. Et tout ça évidemment est un mouchoir de poche puisque cette ville est toute petite. Alors il en reste très peu de traces. Vous l'avez dit, il n'y a plus qu'une synagogue. Les rues, certaines rues ont été pavées avec les dalles de l'ancien cimetière juif. Dans le centre culturel et social Gaon de Vilna, il y a une excroissance qui est un musée de la Shoah, un musée de l'Holocauste, qui lui-même est installé dans l'ancien QG du KGB, parce que les soviétiques ont achevé d'engloutir totalement ce monde juif déjà absolument éradiqué par les nazis. Alors ce monde juif, on le retrouve dans votre livre.
Il y a beaucoup de souvenirs encore de la promesse de l'aube finalement dans cette ville de Vilnius. Il y a une atmosphère en tout cas. Il y a une atmosphère. Moi, je voyais Vilnius vraiment à travers un filtre sépia et j'essayais de restituer un peu ce monde juif des années 20, des années 30, mais qui a complètement disparu. Mais parfois, des traces comme ça ressurgissent. Et il y a une rue, la rue Zaimatijos, où il y a quelque chose de très émouvant puisque la peinture sur certains immeubles commence à s'écailler et réapparaissent les lettres en yiddish qui étaient celles des enseignes de magasins juifs. Alors ça, c'est la Jérusalem du Nord en quelque sorte. Il y a aussi la Rome du Nord. Oui, parce que c'est sans doute la quatrième Rome. Une des villes d'Europe où il y a le plus d'églises désormais. Et lorsqu'on monte dans les rues centrales de la ville ancienne, eh bien, il n'est pas rare que le regard embrasse de concert 5 ou 6 clochers. Et pour peu qu'on se promène dans Vilnius à l'heure des offices, alors on circule dans des odeurs d'encens et dans des cantiques mêlés de différentes religions. Donc il y a encore une atmosphère tout à fait spirituelle, mais qui n'est plus la même. On a changé, j'allais dire non pas de crèmerie, mais on a changé de paroisse du tout au tout. Il faut aller voir bien sûr sur la Grand Place la cathédrale dans un style néoclassique d'une blancheur immaculée, et alors à l'intérieur le cercueil, le tombeau de Saint Casimir, 600 kilos d'argent. Là on est plus dans l'expression, j'allais dire papiste du culte divin. Mais c'est un endroit extrêmement charmant. En dehors des synagogues et des églises, il y a quand même des palais ou je sais pas. Oui, bien sûr, à commencer par c'est un petit peu comme en Allemagne de l'Est, on refait du Hohenzollern à Berlin. Eh bien, à Vilnius, on a refait le palais Renaissance des grands-ducs souverains. Il a été reconstruit à l'identique il y a quelques années. Alors là, ça vaut le coup d'œil, mais il est vrai que entre la dernière guerre et les années soviétiques, tout ce passé détruit méritait d'être revisité, d'être restauré. Alors c'est du neuf, mais regardez, c'est comme à Dresde, Franck. Dresde a pris le parti de refaire du faux vieux, mais ça marche. Et ce palais du grand-duc souverain, ma foi, ça marche. Et il se trouve, je le disais, au même endroit que le centre culturel où on peut aller sur les traces, la fameuse maison de sur Stendhal, les traces de Stendhal, oui. donc vraiment pour un Français. Mais les Lituaniens considèrent quand même Romain Gary comme un auteur français. Ils ont appris il a été traduit, ils ont appris à l'aimer, mais auparavant on était plus sur Alexandre Dumas et Victor Hugo sont les grands auteurs fétiches des Lituaniens. Et le quartier de Zoupis? Oui, alors là, c'est aussi une république libre. C'est un quartier bohème. Ah oui, c'est très poétique. C'est un quartier qui s'est émancipé du reste de la ville et du pays, qui a sa propre constitution. Et si vous vous promenez dans ce quartier très, très animé, très décoré, eh bien, vous pourrez faire tamponner votre passeport de la république libre du Zupis par de faux douaniers qui sont en poste toute la journée et qui exercent aussi le métier de guide et de visiteur, de gardien de musée. Finalement, on n'arrête pas le tourisme. Et on trouvera peut-être un jour une statue de François-Henri des Érables à Vilnius aussi. Mangeant une galoche. Mangeant une galoche. Merci beaucoup Clémentine. Dans un instant, nous restons évidemment dans la région en compagnie de Lorena Martin. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Nous sommes toujours en Lituanie, Lorena, c'est bien ça? Toujours en Lituanie, au nord-est, proche de la ville de Šiauliai en lituanien. C'est la 4e plus grosse ville du pays. On est à environ 2h30 de voiture de Vilnius. Šiauliai. Ah voilà, d'accord. Šiauliai et se prononce Cholet. Comme donc, les mouchoirs de Cholet, mais c'est voilà. pas Et c'est l'un des sites les plus insolites et fascinants du monde. Ça s'appelle la colline des Croix. C'est un lieu sacré de pèlerinage qui a été rendu célèbre notamment par Jean-Paul II, qui s'y est rendu en 1993. Il a célébré une messe et a désigné la Lituanie comme le pays des croix. En fait, c'est une colline qui est entièrement recouverte de croix en bois, en fer, de chapelets. Quand vous dites des croix, c'est des crucifix en fait, c'est ça? De statues de diverses tailles et de formes. C'est très difficile d'ailleurs de dire combien il y a de croix, environ plus de 150 000, 200 000. Il y a chaque jour de nouvelles croix. Il faut savoir que la fabrication de croix est inscrite d'ailleurs sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et on ne connaît pas vraiment en fait l'origine de ces premières croix. On pense que ce serait vers 1850, c'est-à-dire qu'il y a des 1860. ateliers qui fabriquent des crucifix pour le monde entier. Des ateliers, voilà. Et la colline en question, pour la Lituanie, elle est composée de toutes ces croix. Et on raconte en fait que les premières croix auraient été plantées en grand nombre vers 1860. La population locale s'est révoltée contre le tsar qui empêchait les familles d'honorer leurs défunts. Et en mémoire de ces morts, la population a commencé à planter des croix sur la colline. Ensuite, plus tard, c'est la Vierge Marie qui serait apparue et à cet endroit et aurait encouragé à construire ces croix aussi. On raconte aussi qu'en 1950, au moment où la Lituanie faisait partie de l'Union
l'Union soviétique, d'autres croix auraient été plantées en souvenir des déportés lituaniens, cette fois morts en Sibérie sous le gouvernement ceux qui avaient soviétique. été déportés du temps de Staline, Voilà, en fait. exactement. Et le fait de planter ces croix a été considéré comme une activité, bien sûr, anti-soviétique. Donc la zone était surveillée, interdite à la circulation. Tout a été rasé Je ensuite. pense que pour ceux notamment qui nous rejoignent, il faut expliquer en 2 mots à quoi ça ressemble. C'est grand, cette histoire. C'est grand, c'est très très grand. Il y a plus de 200 000 croix, donc c'est immense. Ça fait comme un tas Oui, comme un tas gigantesque. géant de croix, de crucifix, de statues, de toutes sortes. incroyable, Vraiment, cette histoire. c'est insolite. Il faut absolument regarder les photos sur Internet. Ça vaut vraiment le détour. Et donc, ce site a été rasé plusieurs fois et reconstruit en fait à chaque fois. La colline a survécu. Les Lituaniens ont On fait continué. petit joueur, nous, avec nos ponts de Paris pleins Oui. de, comment on appelle Plein ça, de cadenas. Ouais, là. de cadenas cadenas. d'amoureux. Ouais. Et en fait, les Lituaniens ont continué à dresser de nouvelles croix, souvent de nuit, puisque c'était interdit. Même les touristes s'y sont mis. Et la colline est devenue le symbole de la foi inébranlable du peuple lituanien. Eh bien, écoutez, voilà un lieu pour le moins insolite. Bravo de l'avoir découvert et de nous l'avoir fait connaître, Lorena Martin. Merci. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.